donc je m'appelle Stéphanie, je suis anciennement manager et aujourd'hui PMO chez Triptyque. Et moi, je m'appelle William, je suis anciennement développeur et coach agile chez Triptyque. Bienvenue à cette édition spéciale. Nous allons explorer le rôle du manager dans l'agilité. Ce sera suivi d'une session de questions-réponses ouvertes et d'échanges pour ceux qui veulent autour de vos expériences. On a tous connu ça, un manager dominateur ou fanatique de chiffres, ou un manager dont l'imposture est révélée d'un coup lorsqu'il utilise un terme technique de travers. Mon équipe, je viens d'avoir une idée. Quelque chose qui me préoccupe là en ce moment, c'est que je veux qu'on fasse attention aux tailles de conteneurs qu'on va prendre. Je ne veux pas payer pour de l'air. Alors certains peuvent rire, mais sont probablement les dindons de la farce. Et c'est à ça qu'on veut vous sensibiliser aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ça met en lumière une problématique qui est très répandue dans l'industrie de l'informatique et qui peut réduire à néant le rôle du manager, son rôle qui est pourtant précieux. Pour s'en rendre compte, il faut revenir à ce qu'est un manager. Commençons par l'étymologie du mot. C'est un peu cliché, mais vous allez voir où nous voulons en venir. Donc manager, c'est un nom commun, masculin, qui est apparu dans les années 1960, de l'anglais américain management, du verbe manage et du suffixe man, ou de l'ancien français manège, lui-même probablement issu de l'italien menaggiare, c'est-à-dire tenir son cheval à la main, d'où le terme manège, contrôler, diriger, gérer. On sait donc que le manager est là pour diriger. Son rôle est littéralement de tenir les rênes de son équipe. C'est dans cette activité qu'il est bon et crucial. Et lorsqu'on ne parle pas son langage, on court-circuite son pouvoir d'aider son entreprise et en particulier son équipe. Oui, c'est comme si on demandait aux développeurs de coder en chant d'oiseau ou aux opérateurs de déployer des œufs en lançant avec des cuillères. Ce serait une cacophonie et il y en aurait partout. Mais finalement, à quoi sert un manager ? Comment son rôle contribue-t-il à apporter de la valeur à l'entreprise ? Nous avons souvent entendu dire que le manager, comme d'autres rôles dits support, sont des improductifs. Par ailleurs, un célèbre anthropologue et anarchiste américain le nomme même de bullshit job, de poste à la con. Il n'est pas rare non plus d'entendre chez les managers « Que fait-il au juste, mon manager ? Mon manager est-il bon ? Et pourquoi ?» Nous trouvons bien au contraire qu'un bon manager est très productif. Par ailleurs, en interrogeant un échantillon de managers et managers, les mots qui reviennent souvent pour décrire un bon manager sont les suivants. Facilitateur. En effet, un manager doit être à l'écoute, transparent, franc. Il doit faciliter les interactions entre l'entreprise et le reste de l'entreprise, avec son équipe et le reste de l'entreprise. Il doit être organisateur. Il doit être effectivement organisé et doit savoir anticiper que ce soit les ressources ou même le besoin de son secteur. Il doit être fédérateur, motivateur, comme un coach sportif finalement, expert dans son domaine, toujours à l'affût des nouvelles technos, et responsable. Autant de valeurs qui sont à l'opposé des précédents préceptes où les strates hiérarchiques strictes rendent la collaboration manager-manager opaque et où le manager a tout le pouvoir. Et si on se plaçait maintenant du côté du manager, on se rend compte qu'il y a parfois de la solitude, de la frustration. Et l'agilité semble empirer la situation. Il y a autant de responsabilités. Le manager est attendu sur les mêmes points, mais il dispose de moins de leviers pour mener à bien ses objectifs. Les managers, eux, réclament plus de liberté, qu'on leur fasse confiance sur la manière de réaliser le projet, tant sur les outils que sur les méthodes. Parfois, le manager n'est pas embarqué dans le coaching ou la mise en place de l'agilité. Parfois, l'équipe voit même le manager comme étant antagoniste à leurs initiatives. Parce qu'en fait, le souhait d'appliquer l'agilité vient plus souvent des managers que du manager. Et parfois, certaines équipes pensent que le manager n'a aucun rôle à jouer dans le projet. Et là, on voit qu'il y a une confusion entre l'auto-organisation et l'autogestion. L'équipe, en somme, veut plus de liberté, plus d'initiative et plus de prise de risque.
Alors, comment, sans pouvoir, le manager peut-il manager? Comment diriger un service en fédérant son équipe? Comment, grâce à l'agilité, le manager prend-il les rênes en les donnant à ce collaborateur? Aujourd'hui, l'agilité est rentrée dans la culture générale et un nombre croissant de DSI sont désireux de l'adopter. C'est sans surprise car elle promet d'accélérer le développement, d'augmenter le retour sur investissement, de diminuer les coûts et d'améliorer le délai de commercialisation. Un des objectifs de l'agilité est d'aligner toutes les équipes sur un objectif commun, apporter de la valeur aux clients. Cela implique une réorganisation des équipes, une modification des procédures et un ajustement des méthodes de travail. Et le manager dans tout ça. Commençons par évoquer ce que le manager doit faire et comment ils aident leurs équipes. Parce qu'en fait, ils en font des choses. Définition de la stratégie de son service et de l'entreprise. Définition des objectifs. Suivi des indicateurs, actions et résultats. Gestion administrative d'une équipe. Planification et validation des congés. Plan de carrière. Objectifs et évaluation. L'intégration de nouvelles ressources. La montée en compétences. Arbitrage des priorités opérationnelles. Tri des demandes adressées à l'équipe. Gestion des conflits internes à l'équipe et entre les services. Et bons logiciels. En 2008, Google s'est tourné vers des méthodes analytiques pour mieux comprendre l'impact d'un manager sur ses équipes et pour essayer d'exhiber les qualités qui contribuent à une meilleure productivité. L'étude s'est principalement articulée autour d'une série d'entretiens à double aveugle permettant d'éliminer certains biais. Mais une partie du projet consistait à faire dérouler des projets sans manager sur un périmètre restreint. En fait, ce qu'on voulait essayer de prouver, c'est que ce n'était pas seulement que les managers étaient un mal nécessaire, mais qu'ils étaient carrément contre-productifs. C'est tout le contraire qu'ils ont pu démontrer. En fait, ils ont remarqué que les équipes ayant des managers de qualité ont relevé des meilleures performances que celles qui n'avaient pas du tout de manager. Et c'est en grande partie parce que ces managers se sont chargés de toutes ces tâches que nous avons mentionnées. Mais, comme le préconise l'agilité, le manager ne fait pas et ne décide pas de tout. Il délègue. Il délègue le choix de la solution, autant technique que méthodologique. C'est à lui de faire ça, non? Non. Et voilà pourquoi. Premièrement, cela donne aux collaborateurs un sentiment de contribution à l'avancement des projets. Ensuite, le collaborateur pourra maîtriser l'impact de sa propre activité. Tout au long de ça, le manager assiste le collaborateur à sculpter son poste ou son rôle et petit à petit le pousse à l'entrepreneuriat. Et si le manager ne délègue pas, les effets peuvent être néfastes. Je ne pourrais pas vous l'expliquer mieux que le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag. Voici quelques extraits de sa tribune au journal Le Monde. Dans leur esprit, l'autonomie doit se transformer en pure autodiscipline, ce qui fait d'eux de petits soldats de la mise en place d'un pouvoir arbitraire. Dans leur tableau et leur contrat d'objectifs, l'essentiel leur échappe au point de susciter des effets contre-productifs, pour utiliser leurs termes. C'est la contrainte qui devient la règle, épuisant le désir et l'initiative des salariés. Obligés de travailler dans un univers panoptique où tout est mesurable et transparent, ils perdent le goût de leur métier, s'impliquent logiquement moins et souffrent au quotidien. Ce néo-management, pour lequel l'homme devient une ressource impersonnelle et interchangeable, prépare les fondements d'une société que l'on voit se dessiner chaque jour de plus en plus clairement, où les critères économiques font la loi et où la loi écrase la vie. Autrement dit, lorsque l'autonomie de l'équipe est effacée petit à petit et que cette équipe dispose de moins en moins d'informations sur la finalité de ce qu'elle produit,
elle devient contre-productive, ressent de moins en moins le désir de travailler et souffre au quotidien d'un manque de sens à leur travail. Le Lean Management recommande bien sûr de mesurer différents aspects de l'équipe et de prendre des décisions sur la base de ces mesures. Mais si cette culture de la mesure n'est pas accompagnée par une culture du partage, cela peut contribuer à une atmosphère contraignante qui peut aller jusqu'à écraser la vie de ses collaborateurs. Donc un manager qui ne délègue pas de décisions importantes est comme un enfant qui ricane en piétinant un chemin de fourmis. Donc le manager doit déléguer le choix technique et méthodologique. Mais comment arrive-t-il à faire ça sans perdre du pouvoir? En fait, le manager, il peut apporter le quoi et les managers le comment. Et puis le manager peut être là pour porter les deux réunis, pour les promouvoir, les défendre aux autres équipes, les soutenir et retirer les obstacles. Nous pouvons donc parler de co-construction. Oui, et cette co-construction est comme une recette de cuisine. Il faut toujours commencer avec les bons ingrédients et il faut allier précision avec intuition. Éplucher les besoins des managers et du manager. Émincer le tout avec les contraintes et objectifs de chacun, puis réserver. Faire mijoter à feu doux, goûter régulièrement et agrémenter avec votre grain de sel. Alors attention, cette recette ne peut se faire dans des cocottes aux strates hiérarchiques strictes. Et le goût peut ne pas convenir à tous les palais. Tout comme la coriandre, qui a un goût différent selon la personne, toutes les méthodes ne sont pas adaptées à toutes les circonstances. Voyons plus en détail comment mener cette co-construction. Tout d'abord, la règle principale est d'accepter de prendre le temps. Pour bien mener la démarche, toutes les tâches ne pourront pas être menées de front. Ensuite, le manager aura pour rôle d'accompagner ses collaborateurs à s'exprimer. Voici quelques outils et méthodes efficaces, inspirés du Lean Management, qui permettront au manager de donner la parole, d'écouter les autres, de confronter les idées et de créer des débats. Par exemple, nous aurons la bague de Régnier, qui est un outil qui propose un langage commun et coloré, qui permet d'afficher clairement la perception d'une situation, autant pour les managers que pour les managers. Cette pratique permet également à tous de s'exprimer. Ou même le diagramme d'Ishikawa, qui permet anonymement ou non d'apporter des idées sur un objectif, un problème ou une situation. Les idées sont regroupées par thème, mettant en évidence les axes de travail prioritaires. À la suite de ces courtes sessions de brainstorming, il s'agira de traiter, analyser et comprendre les retours des managers. Pour cela, le manager et les managers pourront par exemple se livrer à l'exercice des 5 pourquoi. Il permet en effet collégialement d'analyser un retour. Cela consiste à se poser autant de fois que souhaité la question « Pourquoi une situation ?» À l'issue de l'exercice, les causes les plus profondes apparaissent, laissant la place aux voies de solution. Dans cette même ambition de travail de co-construction, l'objectif de tous doit être commun. Toutes les équipes et les managers doivent œuvrer dans une même direction. Et nous ne sommes pas les seuls à parler de co-construction. Dans les années 80, un certain Andy Grove a mis en point une méthodologie de management chez Intel qui a contribué au succès de l'entreprise. Par ailleurs, cette méthode a été reprise par Google dès ses débuts. Il s'agit des OKR. Oui, les OKR, Objectifs et Key Results, et résultats clés donc, c'est décrit par John Doerr dans son livre Measure What Matters, et il part avec cette citation de Steve Jobs. Nous n'engageons pas des personnes intelligentes pour leur dire quoi faire. Nous engageons des personnes intelligentes pour qu'elles nous disent quoi faire. Dans cette méthode d'OKR, on distingue des objectifs, un ou plusieurs objectifs qui peuvent être donnés à une personne ou à une équipe, et qui sont ensuite déclinés par un ou plusieurs résultats clés.
L'objectif représente le quoi, quelle est la cible à atteindre. Les résultats clés, c'est le comment. Et sont construits de façon à ce que, si on a rempli tous les résultats clés, l'objectif sera forcément atteint. On préconise que ces OKR soient déterminés à différents niveaux de l'entreprise et à différents rythmes. Fini les programmes annuels ou pluriannuels. Les OKR d'entreprise sont recommandés d'être fixés tous les 6 mois. Les OKR individuels et d'équipe à un rythme trimestriel, voire mensuel. Si un objectif ne fait plus sens, ça ne sert à rien de poursuivre avec. Il vaut mieux le changer selon les circonstances du marché. Les objectifs sont publiés et sont consultables par tout le monde dans l'entreprise. On peut savoir donc ce que son manager doit faire et comment il prévoit de le faire. Et le pourcentage d'atteinte de chaque objectif et résultat clé est mis à jour régulièrement pour savoir où on en est. Prenons des exemples concrets pour illustrer cela. Nous avons l'objectif lancer une campagne sur les réseaux sociaux. Les résultats clés attendus sont planifier 2 billets par jour, contrôler l'impact et l'audience des billets, ou attirer 1000 nouveaux abonnés avant la fin du mois. Voici un autre exemple peut-être un peu plus parlant. L'objectif, c'est passer un peu plus de temps avec sa famille. Les résultats clés, rentrer pour 18 heures, 20 soirs par mois. Activer le mode avion sur son téléphone en arrivant, ou même éteindre le routeur Internet en arrivant. On voit clairement que si tous les résultats clés sont atteints, l'objectif sera lui aussi forcément atteint. Alors, plus que juste le quoi et le comment, John Doerr recommande aussi qu'il faut transmettre le pourquoi. Dans cette citation, il dit « Les dirigeants doivent transmettre le pourquoi aussi bien que le quoi. Leurs effectifs ont besoin de plus que des jalons pour se motiver. Ils ont soif d'avoir du sens, de comprendre le lien entre leurs objectifs et la mission globale. » Et puis, il y a aussi une manière de fixer les objectifs. John Doerr constate que la plupart du temps, ces objectifs sont transmis à travers l'organigramme comme des tablettes du mont Sinaï. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là, ça vient parachuter. Ce que lui il recommande avec les OKR, c'est qu'il y a un vrai dialogue dans les deux sens. Il remarque que des équipes performantes s'épanouissent dans une tension créative produite par la détermination des objectifs de façon à la fois ascendante et descendante. Et dans son livre, il recommande qu'au moins la moitié des résultats clés soient déterminés par l'individu qui doit les réaliser. J'espère que vous aurez compris que les clés de la co-construction sont le dialogue, la vision commune et la transparence. Mais encore aujourd'hui, avec la meilleure implémentation de l'agilité, certains aspects restent opaques. Les managers doivent également contribuer à la solution pour que cela change. À commencer par utiliser un langage commun, c'est-à-dire celui du métier. Par exemple, il serait important de traduire les problématiques techniques en problématiques métiers, en impact métier. Ensuite, en étant en mesure de fournir des indicateurs clés définis évidemment au préalable par le manager et son équipe, c'est en effet la meilleure manière de rendre compte de l'avancement d'un projet de manière factuelle. Et par conséquent, challenger un manager quand cette responsabilité est engagée. Oui, l'équipe doit accepter de prendre ses responsabilités. Et on a vu un exemple récent de cela. Pour ceux qui ont entendu parler du cas Volkswagen, qui a tenté de tricher sur les tests des émissions, les développeurs qui ont mis en place ce mode de fonctionnement, ils auraient pu se défendre en disant « Nous ne faisions que suivre nos ordres ». Mais le management de Volkswagen n'était pas du même point de vue. Voici un extrait de l'audience de Volkswagen devant le Congrès américain. Joe Barton, représentant du Texas, pose la question. « On m'a dit que cette décision avait été prise au niveau du siège en Allemagne. Est-ce vrai ?» La réponse de Michael Horn, CEO Volkswagen aux États-Unis, est
Oh, c'était quelques ingénieurs en informatique qui ont inséré cela pour une raison ou une autre. Les développeurs ne peuvent pas se cacher derrière leur manager lorsqu'ils implémentent un programme illégal. Et ce n'est pas comme si ces développeurs-là ne savaient pas à quoi servirait le programme. Dans cette situation, ils auraient dû réagir en refusant d'implémenter la fonctionnalité. Et donc, de l'autre côté, les managers doivent respecter cette liberté. Donc on sait que dans la réalité, tout ne fonctionne pas parfaitement du premier coup. Cette co-construction ne doit pas être idéaliste, mais plutôt réaliste. Elle doit pouvoir résister aux tensions et aux désaccords. Si le manager n'est pas d'accord avec son manager sur le quoi, il ne pourra pas toujours le convaincre par des arguments et du raisonnement abstrait. Il sera parfois beaucoup plus convaincant de faire exactement ce qui est demandé, et cela le plus rapidement possible. Le résultat concret sera indiscutable. Et si le manager n'est pas d'accord avec son équipe sur le comment ? Eh bien, dans ce cas, il est important de laisser le droit à l'erreur. Mais attention, tout en gardant sous contrôle certains indicateurs permettant au manager de se prémunir de toute dérive grave. En cas d'alerte, le manager peut reprendre la main en appliquant ce qu'on pourrait appeler un plan de réaction rapide. Voyons plus en détail de quoi il s'agit. Alors un plan de réaction rapide est une chaîne logique et maîtrisée d'actions concrètes qui permettent de corriger la dérive avant de générer des défauts. Ce plan positionne des indicateurs clés avec des seuils d'alerte qui déclenchent les actions correctives adéquates. Alors, des plans de réaction rapide, on en a au quotidien. Oui, tout à fait. Par exemple, dans l'automobile, le voyant de niveau d'huile, d'essence ou le voyant moteur sont des indicateurs clés qui nous permettent d'alerter d'un défaut imminent. On consulte le manuel pour connaître ce qu'il faut faire. Le manuel représente donc le plan de réaction rapide. Alors, le plan doit être établi avant d'en avoir besoin. Et mieux vaut l'avoir et ne pas s'en servir que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir. Si les voyants ne fonctionnent pas, l'équipe risque l'accident. Et si les voyants sont incompréhensibles par le manager, c'est tout aussi dangereux. Cela implique donc que le manager doit suivre les indicateurs clés afin de guider les managers à faire un autre choix s'il s'avère que la solution initiale ne débouche pas. Voyons avec un exemple comment construire cette démarche. Prenons un indicateur familier, par exemple le nombre de bugs et son évolution. C'est un indicateur clé facile à suivre. Le premier exercice est de déterminer la limite de contrôle, ici appelée LC. Il s'agit du nombre de bugs maximum acceptable avant de générer de l'insatisfaction client ou la limite de bugs à traiter dans la journée par l'équipe. Lorsque la courbe s'en approche, nous appliquons le plan de réaction rapide. Le plan de réaction rapide, c'est aussi appelé P2R. Qu'est-ce que c'est ? Il se construit avec un début et une fin. Le début, c'est l'écart constaté, le constat de l'écart, et la fin, la reprise du processus. Et il se constitue également de différentes étapes amenant à l'analyse et à la reprise du processus. Le P2R est un outil Lean qui s'opposerait presque à l'agilité dans les grandes lignes. Et pourtant, l'objectif de son existence est d'en connaître les principales étapes et de le faire évoluer avec l'expérience. Une fois appliqué, la tendance repart à la baisse. En résumé, les indicateurs clés permettent de mesurer la performance et détecter la dérive. Les limites de contrôle et le seuil d'alerte permettent de déclencher la correction du processus. Et le plan de réaction rapide permet de revenir à une situation acceptable. Alors maintenant, on aimerait vous illustrer tout cela avec un cas concret, avec un retour d'expérience d'un client avec lequel on a travaillé récemment. Il s'agit de la CMA-CGM. Depuis un an et demi, j'interviens en tant que coach agile dans une équipe de 15 opérateurs et de son manager, qui est David Cosinus, qui est représenté là sur la vidéo, sur l'écran là, et qui a parlé à 3 reprises successives au DevOps d'idées pour parler de son expérience, de son point de vue, de son cheminement à travers l'agilité et vers le DevOps.
Vous pourrez regarder sur YouTube pour voir son point de vue, mais voici ce que je donne comme le mien. Moi, j'ai aidé à entamer une démarche DevOps en commençant par des fondements agiles. Ça a commencé avec des ateliers de sensibilisation, de mise en pratique, des ateliers que j'ai appris ici, notamment à l'Agile Tour, mais aussi avec d'autres coachs agiles en discutant à différents meet-ups qui sont dans la région. Tout d'abord, j'ai aidé ces opérateurs à identifier leurs clients. Ce n'est pas évident pour eux parce que, contrairement aux développeurs, qui sont en face tout de suite avec des besoins clients, et voire même des clients directs, les opérateurs, c'est plus difficile de discerner le leur. Tantôt, c'est le même client que les développeurs, mais la vision qu'on a donnée à cette équipe au CMA-CGM, c'était que leur client, le client des opérateurs, c'était les développeurs. Le travail des opérateurs, c'était de construire un produit qui était consommé à volonté par les développeurs. Ensuite, il a fallu fédérer plusieurs petites équipes qui étaient managées par le même manager en une seule. Puisque finalement, comme beaucoup de DSI, la partie opération se constitue de plein de petits bureaux techniques où chaque bureau technique a sa spécificité, sa spécialité. Le réseau, l'administration Linux, l'administration Windows, l'administration réseau. Et donc chaque membre de cette équipe-là, finalement, avait ses propres tâches et il n'y avait pas de redondance ni d'esprit d'équipe qui était là. Cette équipe n'avait seulement d'existence parce qu'ils avaient le même manager. On a changé ça en se fédérant justement autour de cet objectif commun. Le client, ce sont les développeurs. Nous voulons leur rendre une plateforme de self-service où tout est déjà préconfiguré aux normes que nous avons décidées. Quelque part, ce travail-là ressemble à devenir un développeur, mais tout en gardant son expertise d'opérateur d'avant. On fait du développement, on fait des scripts que l'on met sur du Git, que l'on teste, que l'on met sur des chaînes d'intégration continue. Mais au final, ce qu'on est en train de coder, ce sont des infrastructures. La dernière leçon que j'avais à leur donner, c'est de se focaliser sur la valeur produite. De penser justement à donner des choses qui sont livrables et qui sont utilisables directement par les développeurs. Les circonstances particulières de cette expérience, c'était que le manager était embarqué dès le départ. Ce n'était pas un coaching des managers qui ont ensuite essayé de faire changer la vie de leur manager. La demande initiale venait du manager et il était fédéré avec cette démarche. C'était un manager technique qui venait d'un arrière-plan technique, certes, mais il n'était pas aussi poussé, sa maîtrise n'était pas aussi poussée que ses managers. Et donc, il y avait quand même un besoin que les managers adaptent leur langage à leur manager. On a pu construire une co-construction telle qu'on l'a décrite, où le manager était là pour donner des directives générales sur les tendances du marché, sur les décisions stratégiques de l'entreprise, et ensuite de challenger les managers sur des idées de comment faire ça, comment les réaliser. Et il avait notamment des exigences très fortes sur les résultats que les solutions devaient produire. Par exemple, lui, ce qui l'intéressait, c'est que ces infrastructures construites soient immutables et que les développeurs ou même les project managers d'équipes de développement aient les informations nécessaires pour pouvoir s'offrir des infrastructures eux-mêmes. Et donc, si un project manager a que certaines informations, il ne faut pas que l'interface en requiert d'autres, parce que là, ça va gêner l'utilisation. Nous avons mis en place des KPI. Un des cycles, c'était que ces opérateurs puissent donner la main aux développeurs pour provisionner des VM. Ce provisionnement de VM, c'est un produit, comme une application à part entière. Et ils ont mis en place des KPI pour voir l'évolution des performances. Combien de temps il fallait pour qu'une VM soit provisionnée. Et justement, ils avaient un plan de réaction rapide. Si jamais ce temps de provisionnement des VM dépassait un certain seuil, la première étape du plan à appliquer, c'était un rollback vers la version précédente. Et ensuite, là, on voit toute l'agilité se déployer, parce qu'une fois qu'on a mis hors de la dérive, hors du danger, là, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait face à cette nouvelle situation qui s'est présentée. Comment est-ce qu'on adapte
le plan de réaction, les indicateurs, le fonctionnement de l'équipe à cette nouvelle situation. Et on a même eu un petit exemple de manager et manager qui n'étaient pas vraiment d'accord sur la façon de réaliser ce projet. Et je leur ai concrètement dit au manager, faites ce que demande le manager le plus rapidement possible. Parce que vous n'allez pas pouvoir le convaincre comme ça, avec vos arguments à vous. Vous êtes en train de parler votre langage, mais pas celui du manager. Et une fois qu'ils ont construit en quelques jours ce qui a été demandé, eh bien, eux, ils ont appris quelque chose, et le manager aussi, sur la base de résultats concrets et parlants pour tout le monde. Et ils ont vu que finalement, c'était ni le manager ni le manager qui avait raison. En somme, l'agilité n'est pas là pour aliéner ou court-circuiter les managers. Cette méthode leur propose non pas moins de leviers, mais peut-être des leviers différents. Comme évoqué, l'agilité ouvre la discussion, permet à chacun de prendre des décisions, donne plus de visibilité aux managers. Alors on pourrait voir des développements être réalisés sans fondement. On pourrait voir des restrictions croissantes sur ce qui peut être mis en production. On pourrait voir fleurir de nouvelles technos sans réflexion commune. On pourrait voir aussi des managers se dédouaner de toute livraison ou de toute réalisation. Mais bien au contraire, on se retrouve face à un monde où les managers prennent leurs responsabilités et où les managers défendent, dynamisent leur équipe tout en contribuant à leur autonomie et à leur créativité. Alors, pour atteindre cela, managers et managers auront besoin d'un temps d'adaptation et auront besoin de dialoguer. Et pour finir, on voudrait vous laisser partir avec une façon très concrète d'ouvrir et de structurer ce dialogue. C'est une méthode qui s'appelle la méthode 2, 3, 4. Alors, il s'agit d'une méthode que le manager peut employer lorsqu'un collaborateur a un retour à faire, surtout quand ce retour est difficile à exprimer. Il s'agit donc de la méthode de 3-4 qui se déroule en 3 phases. On commence par 2 mots. Ensuite, on pose le cadre avec 3 affirmations. Et on finit et on réoriente la discussion avec 4 questions. Voici un exemple d'une application. Nous verrons toutefois que dans la pratique, cette méthode peut se dérouler en plusieurs temps, en plusieurs rendez-vous. Cette méthode permet avant tout d'ouvrir donc le dialogue et d'amener le collaborateur à réfléchir et à exprimer ce dont il a envie ou besoin. Alors, par exemple, moi en tant que manager, je peux venir et dire « Nous avons un problème. La dette technique nous empêche d'avancer à la vitesse souhaitée. » Je peux répondre. Bravo pour ta clairvoyance et merci pour ton retour. Puis ensuite, je pose le cadre. Je veux que le projet avance. Je ne veux pas que l'équipe soit frustrée. Et je ne veux plus que le client pense que nous ne sommes pas à leur écoute. Dans cette situation, je choisis de déléguer. Donc je demande, explique-moi s'il te plaît le contexte. Oui. Alors, les choix techniques qui avaient été faits au début du projet ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs. L'implémentation de nouvelles fonctionnalités pourrait impacter d'autres fonctionnalités qui n'ont rien à voir. Et que penses-tu mettre en place pour corriger cela ? Je voudrais que l'équipe revoie l'implémentation de certaines fonctionnalités. Et qu'attends-tu précisément de moi ? En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai juste besoin, simplement, de 20% de la capacité de l'équipe pendant 2 semaines. Et en plus, je voudrais que tu communiques aux utilisateurs qui ont un retard sur une des 3 fonctionnalités clés qui sont attendues. Ok, et quel résultat peut-on en attendre ? Alors, qu'on se rassure, nous serons tout de même en mesure de livrer des fonctionnalités intéressantes à nos utilisateurs au bout de 2 semaines. Nous aurons une meilleure compréhension ensuite du métier et la fonctionnalité qui nous pose problème aujourd'hui coûtera moins cher à mettre en place après coup. Grâce à cette méthode, j'ai le sentiment que le sujet est maîtrisé par mon collaborateur et que je dispose de toutes les informations dont j'ai besoin pour l'accompagner dans sa demande. Et moi, j'ai le sentiment que mes initiatives sont valorisées et que je suis soutenu par mon manager. Merci de votre écoute. Merci. Merci aux sponsors qui permettent que cet événement se déroule toujours très bien chaque année. Et maintenant,
nous aimerions voir quelle est votre expérience, quelles sont les questions peut-être que vous vous posez, soit en tant que manager ou manager. N'hésitez pas, la première question elle est toujours plus difficile. Non. Est-ce que ce sont des expériences qui vous parlent? Oui, au fond. Comment, en tant que manager, on peut accompagner un manager qui n'a pas cette connaissance-là de l'agilité pour bien travailler en manager dans l'agilité? Donc la question, si j'ai bien compris, c'est comment, en tant que manager, on peut accompagner un autre manager qui, en tant que manager, pardon. En tant que manager, comment est-ce que je peux aider un manager qui n'a pas nécessairement la même maturité d'agilité? Je pense que déjà, comme on l'a dit, il faut déjà savoir pourquoi ce manager n'a pas été mis dans la boucle. Et est-ce que justement ce manager se sent lésé que la mise en place de l'agilité s'est faite peut-être sans lui? Et ensuite, je pense qu'il faut essayer maintenant d'identifier peut-être avec les 5 pourquoi, les raisons précises de cela. Et ensuite, voir des voies de solution. Est-ce que le manager, il lui faut du coaching, mais avec l'équipe aussi, pour ne pas stigmatiser éventuellement le manager. Et aussi, je pense que c'est important dans ces situations-là, parfois, de faire appel à des coachs extérieurs. Parfois, quand on essaie d'adresser ce genre de problème avec seulement les ressources de l'entreprise, on se heurte à des problèmes d'ego, notamment quand c'est managé vers le manager. Et donc ces coachings peuvent être ponctuels ou quelques jours sur une certaine durée, 3 à 6 mois, pour essayer déjà d'analyser un peu plus la situation et d'aider le manager à comprendre qu'est-ce que déjà c'est l'agilité et qu'est-ce que ça peut apporter à son équipe et quel est son rôle là-dedans. Que ce n'est pas un oublié de l'agilité, justement. Est-ce que je réponds à peu près à la question? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Donc, les outils dont on vous a parlé, vous pourrez après consulter les liens pour aller vous documenter un peu plus longuement dessus. On vous mettra à disposition les diapos ici. N'hésitez pas à nous faire aussi part de votre feedback. On en a besoin pour améliorer ce que l'on fait. Donc, vous avez les QR codes à la sortie de la salle qui vous permettent par session de faire un ROTI, un retour sur temps investi. N'hésitez pas à nous donner ces retours. Merci beaucoup.